Je me retourne vers vous une nouvelle fois, Ibtissam Benjeloun, psychologue clinicienne. Avec vous aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler des complexes. Ibtissam Benjeloun, vous êtes psychologue clinicienne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons décomplexer les complexes. Nous allons en parler avec vous dans quelques instants, mais juste après, un petit reportage. À tout de suite. Les complexes, ce sont l'ensemble de cognitions, de pensées, de représentations qu'une personne a d'elle-même, de comment elle se perçoit vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ses interactions avec les autres et comment elle se situe par rapport à tout cela. Il y a plusieurs types de complexes. Il y a les complexes physiques qui portent sur l'apparence physique. Une personne qui n'aime pas la forme de son nez, la forme de son visage, ses rondeurs, sa maigreur. Il y a les complexes sociaux qui s'apparentent plus à l'origine sociale, au statut professionnel. Et il y a les complexes intellectuels ou psychiques qui s'apparentent plus à une infériorité par rapport à la peur du jugement des autres. Aujourd'hui, les complexes, et comme avant d'ailleurs, sont vécus comme une faille narcissique. Aujourd'hui, ils se trouvent amplifiés par l'ultra-exposition aux réseaux sociaux qui se positionnent aujourd'hui comme des pourvoyeurs de repères et de canons de beauté parce qu'on nous présente des icônes qui ne correspondent pas à la masse et certaines personnes s'identifient à ces icônes et se focalisent davantage sur leurs complexes. Alors, ceci dit, il y a des personnes qui s'en sortent très bien et qui finissent par accepter de vivre avec leurs complexes de façon harmonieuse. Ce sont des personnes résilientes qui comprennent que la perfection n'existe pas, ce n'est qu'un leurre, et ils font le deuil de la personne parfaite. Alors, Ibtissam Benjeloun, psychologue clinicienne, je ne sais pas si j'en demande trop à ce sujet d'aujourd'hui, à savoir finalement apprécier ses complexes et en faire un catalyseur. Vous allez nous dire ça dans un petit moment. Mais justement avant, est-ce que tout le monde a un complexe? Qu'on le veuille ou pas, est-ce que tout le monde cache un petit complexe? En fait, ça dépend de ce qu'on appelle par complexe. En fait, il y a des petites défaillances, on va avoir des petites fragilités, et ça, c'est ce qu'on a tous. On a tous des petits défauts dont on a conscience. Mais le complexe, quand est-ce qu'on va parler de complexe? C'est quand on passe du gène à quelque chose qui nous obsède, qui nous handicape. C'est là où ça commence à devenir gênant. Quand, à cause de ce qui me gêne, de mes petites imperfections, je ne peux plus sortir dehors, je ne peux plus aller faire mes cours, j'ai plus envie... je ne peux plus porter ce que je veux? Je ne peux plus porter ce que je veux, et ça m'handicape et pour aller au travail, et pour parler avec les gens, et pour me valoriser socialement, tout simplement. Et puis parfois, même dans l'intimité du couple, physiquement, si on ne s'accepte pas, on a du mal dans cette intimité-là. Si elle commence à devenir handicapante, c'est là où on va parler d'handicap. Et de complexe. Et de complexe. Et de complexe, justement. Alors, justement, c'est important de faire cette différence entre gêne, être gêné par quelque chose, être véritablement complexé par la chose. Donc, vous dites la nuance est importante parce que c'est finalement la répercussion sur le quotidien qui va déterminer si c'est un complexe ou une gêne. C'est les stratégies qu'on va mettre en place pour dépasser cette gêne. Soit on va se concentrer dessus, ça va devenir une obsession et on va focaliser sur l'idée de faire disparaître ce qui nous embête. Parfois c'est réel et parfois c'est imaginaire. Soit on va mettre en place des stratégies qui sont comment je vais dépasser et donc je vais développer d'autres compétences pour ne pas rester focalisé sur celle-là. Et des fois... on est juste abattu et on ne fait rien et on est dans une forme de passivité. Mais alors justement, si c'est un handicap, est-ce que ça nous donne la possibilité de réfléchir au dépassement ou pas, où finalement on le vit de plein fouet, ce complexe, et on est victime de son complexe? Ça dépend justement, c'est des degrés différents. On peut y réfléchir quand on arrive à prendre un peu de hauteur, quand on arrive d'où toute la place de la psychologue ou de quelqu'un qui peut être un interlocuteur pour nous amener à réfléchir autrement, à nous aider à nous changer de lunettes en fait, sur la lecture de la vie, de comment est-ce qu'on perçoit les choses. On peut se remettre en question si quelqu'un nous aide à percevoir les choses avec une autre vision. Mais on a besoin d'aide. Est-ce qu'on peut le faire seul? Parfois. Est-ce que, par exemple, on peut considérer son complexe, au bout d'un moment, il nous a tellement abattu ce complexe qu'on se dit, je vais le dépasser. Bien sûr. Je vais le dépasser et je vais prendre des choses en main et ce qui était ma faiblesse, eh bien, je vais en faire une force. Une force. Ou le fait de le dépasser, ça deviendra ma force.
En fait, en règle générale, toutes les petites fragilités qu'on peut avoir, une fois qu'on en a et qu'elles sont gênantes, on se dit, et si je les vois d'une autre manière? Et si c'était positif? Effectivement, parfois, tu te rends compte qu'on peut avoir quelque chose qui est vraiment bloquant et on se dit, en quoi ça m'apporte quelque chose? Si je n'avais pas eu ce défaut-là, est-ce que je serais la personne que je suis aujourd'hui? Si je n'avais pas eu ce complexe, est-ce que j'aurais développé, par exemple, ce côté très social, volubile, humour? Peut-être que je ne l'aurais jamais développé si je n'avais pas eu ce complexe. Vous faites référence notamment aux personnes en surpoids. Le surpoids est souvent source de complexe et on dit souvent que les personnes qui sont en surpoids, maintenant c'est une étiquette, qu'elles sont en général joviales, qu'elles font beaucoup d'humour, c'est leur manière à elles de se faire accepter. Entre autres, oui. Mais on va parler, franchement, la même stratégie peut être utilisée selon différents complexes. Okay. Maintenant, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour dépasser. Ça veut dire, je peux me dire, eh ben, aujourd'hui, peut-être tu as tel complexe, mais qu'est-ce que tu réussis? Peut-être tu te trouves un peu grosse, mais en réalité, est-ce que tu n'es que grosse ou est-ce que tu as aussi d'autres compétences? Okay. Regarde, fais une liste. Mais pourquoi il y a ce blocage? Par exemple, vous dites, tu n'es pas que grosse, tu es ça et ça et ça. La personne peut voir tout ce qu'elle a de positif, mais finalement, cette histoire de poids, si on prend cet exemple-là, remonte constamment à la surface et l'envahit. Ben ça, c'est la preuve qu'il y a, en général, on va dire ça, c'est que souvent, c'est la preuve qu'il y a une faille narcissique. La dame, dans le reportage, en a parlé. C'est révélateur qu'il y a une fragilité interne. Donc, parfois, il y a un complexe qui va se développer pendant le courant de la vie, mais parfois, ce complexe, il remonte à des failles narcissiques pendant l'enfance. C'est ça. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Tout seul, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on se dise, en réalité, qu'est-ce qui me manque? Il est où ce sentiment de vide, ce truc qui me manque et qui fait que je ne suis jamais satisfaite? Faut-il forcément sortir de sa zone de confort? On commence par ça. Khadija Deroui, vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce sujet, on le traite avec vous et on le traite également à travers le témoignage d'un expert. Définition de la zone de confort. On regarde et on revient en plateau. La zone de confort psychique, moi je la définirais en deux parties. La première zone que je nommerais positive et vivante, et la deuxième zone négative, voire mortifère. La première zone psychique vivante, c'est quoi? C'est d'être le plus centré, le plus axé à son désir, à soi. À ce qui fait qu'on se sent bien à une place, qu'on a une sécurité de base, et que ces sentiments-là d'être bien dans sa peau, bien axé en soi, qui fait qu'on est dans une zone de confort positive. La zone de confort négative, c'est la zone où on sent qu'on fait trop de compromis avec la réalité et qu'on n'est pas vraiment à sa place. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas épanoui, ça peut être dans son travail, ça peut être dans un couple ou dans n'importe quelle autre situation. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas épanoui, on ne se sent pas bien à cette place-là. On sent qu'on n'est pas connecté à ce qui peut nous ouvrir à soi, aux autres, et qu'on est enfermé. Il y a quelque chose d'un peu mortifère, donc. C'est pas simple de se trouver. Ça peut prendre vachement de temps. Et quand on est dans ce parcours comme ça peut être un parcours de souffrance. Et quand on se donne les moyens, on se dit, et qu'on trouve les passerelles, les ponts pour aller trouver d'autres ressources en soi, c'est quelque chose de magique. Hein, c'est comme une fleur qui éclot, quoi. Hein, c'est la vie. Hein, on est quelque chose dans du plaisir. On n'est pas dans l'obligation, on n'est pas dans une souffrance. Il faut prendre des risques. Et il faut être courageux et il ne faut pas se brûler les ailes non plus. Ça peut être un truc tout simple pour quelqu'un qui a envie de changer un peu, c'est changer son parcours, son chemin sur sa route le matin quand il va au travail. Commencer par des petites choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à demander à être aidé quand on sent que c'est trop pour soi. Il faut aussi accepter ses limites, les écouter. Et quand c'est trop, je ne sais pas, moi, appeler un copain, une copine. Quand c'est encore de trop, qu'on n'y arrive pas comme ça, on peut consulter. Quand on sent que cette zone de confort, elle va pas, qu'on a envie de changer d'espace, quoi. Alors moi je trouve que les spécialistes ne nous rendent pas service, parce que qu'est-ce que vous dites? Vous dites il faut prendre des risques, mais il faut faire attention, il ne faut pas se brûler les ailes. Et c'est là tout le dilemme. Et donc finalement on se dit, est-ce qu'en quelque sorte aujourd'hui, ce discours qui nous pousserait à sortir de notre zone de confort, de nous réaliser différemment, de relever des challenges, mais en même temps faire attention, c'est pas facile tout ça. Pourquoi on ne nous a pas laissés tranquilles et on ne nous a
Et on nous a parlé de cette zone de confort. C'est un discours relativement moderne. C'est clair. Donc, je vous remercie tout d'abord du choix de ce sujet qui est réellement très intéressant. Et honnêtement, dans la vie, tout est question d'équilibre. Donc, pour notre zone de confort, j'ai beaucoup apprécié la définition de M. Mkeren. Mais si on veut dire aussi, c'est très schématiquement, c'est l'ensemble de nos habitudes finalement. Notre manière d'agir, de réfléchir, de tout ce qu'on a intégré depuis qu'on est petit, les préjugés qu'on a. Et donc finalement, c'est tout ce qui nous est routinier, tout ce qui nous est habituel, tout ce qui nous est familier. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est que tout ce qui nous est routinier, familier, est-ce qu'il est vraiment toujours dans notre intérêt? Est-ce que c'est quelque chose qui nous tire toujours, qui nous pousse vers l'avant ou qui parfois peut nous tirer vers l'arrière? Et c'est là où lui parlait justement il y a quelques instants de ce baromètre intérieur. Voilà. Est-ce que je suis à l'aise ou je ne suis pas à l'aise? Exactement. Mais on peut être à l'aise dans une situation et en fait on est bien, on n'a pas envie de changer. Mais aujourd'hui on nous parle tellement de sortir de sa zone de confort que lorsqu'on n'a pas envie d'en sortir, on se dit est-ce que je vaux rien? C'est une très très bonne question, mais parce que là aussi il y a un petit piège, un petit amalgame qui peut être créé pour zone de confort et on a l'impression que qui dit zone de confort dit quelque chose de confortable. Ça veut dire que finalement c'est une zone où tout se passe bien, c'est une zone où je me sens en règle générale heureux, je me sens zen, je me sens bien. On se pose la question parce que finalement, forcément, ce n'est pas forcément le cas. Ça veut dire que dans ma zone de confort, je peux être vraiment mal. Je peux avoir un patron qui me crie dessus, je peux avoir, et je le tolère depuis longtemps, c'est mes familiers, mais ce n'est pas confortable. Je peux avoir des disputes conjugales avec mon conjoint, ma conjointe tout le temps, c'est familier, c'est dans ma zone de confort, mais ce n'est pas confortable. Je peux avoir des soucis matériels chaque mois, être dans une situation financière très précaire, ça m'est familier, mais ce n'est pas confortable. Et donc finalement, la zone de confort, c'est tout ce qui nous est familier, mais qui n'est pas obligatoirement confortable. Okay. Donc finalement, les gens qui peuvent poser cette question, c'est les gens qui vous disent « Non, mais écoutez, moi, j'ai pas de problème. Je suis bien où je suis. Moi, je suis bien. Ma femme, elle est superbe. J'ai d'adorables enfants. J'ai un travail que j'adore. J'ai des loisirs, j'ai des amis, je fais des voyages, j'ai pas de soucis. » Donc, et là, vous me culpabilisez. Vous me dites « Sors de ta zone de confort. » Mais moi, je ne vais pas en sortir, j'en vois pas l'intérêt. Et donc, pour ces gens-là, honnêtement, il existe une petite question. C'est à eux de se la poser. Et en fonction de la réponse, c'est à eux de voir si effectivement ils ont envie de sortir de leur zone de confort ou pas. C'est quoi la question? La question, c'est est-ce que les actions que vous entreprenez aujourd'hui, est-ce que votre manière de réfléchir, est-ce que la manière que vous avez de gérer votre relationnel, de gérer votre personnel, votre professionnel, est-ce qu'elle est en adéquation avec ce en quoi vous croyez réellement? Est-ce qu'il est en adéquation avec ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie? Est-ce qu'il est réellement en adéquation toujours, au moins la majorité du temps, 80-90%, avec ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie? Si la réponse est alhamdoulilah, voilà, c'est la réponse, elle est spécifique à chacun. On ne peut pas obliger quelqu'un ou imposer à quelqu'un de sortir de sa zone de confort. Mais justement, personnel. Ce discours ambiant, c'est il faut sortir de sa zone de confort, il faut se dépasser, il faut vivre de nouvelles expériences. Il y a beaucoup de partage sur les réseaux sociaux. Il faut. L'objectif est quoi finalement? Pourquoi est-ce qu'on incite tellement les gens à sortir de cette zone? C'est parce qu'au limite de cette zone, il y a d'autres zones. Il y a la zone d'apprentissage, il y a d'autres zones, les zones où on peut expérimenter de nouvelles choses. Il peut y avoir un meilleur bien-être, une meilleure joie de vivre, vivre un peu plus d'excitation. On n'est plus dans la routine. Vous connaissez ces gens qui ont tout, mais qui ne sont pas bien au fond. Ils ont tout, entre parenthèses, mais qui ne sont pas bien. C'est la routine qui s'est installée. On a besoin d'un minimum de stress, d'un minimum d'anxiété pour être performant, pour être bien. Ça, c'est de la psychiatre qui le dit. Hein. Oui. Non, c'est plusieurs études qui ont démontré ça. C'est pas juste. Ça veut dire que finalement, une dose élevée de stress, de manière continue, de manière chronique, ça c'est néfaste. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, on a besoin d'un minimum d'anxiété. Qu'est-ce qui nous fait nous lever chaque matin pour venir sur votre plateau, par exemple? Il faut que je sois à l'heure, il faut que je nave, voilà les embouteillages, etc., etc. On a besoin de cette petite dose. C'est pas méchant. Ça nous permet d'être performants. Mais est-ce qu'il faut aussi être en tant qu'individu
il faut développer ce filtre par rapport au discours ambiant, par rapport aux médias. Par exemple, lorsqu'on voit beaucoup de spécialistes parler du dépassement de soi, de sortir de sa zone de confort, est-ce que c'est aux spécialistes de faire attention à leur discours, parce que derrière, il n'y a pas forcément un public averti, ou c'est à l'individu de faire attention à lui, de ne pas être forcément secoué par ce discours-là? Peut-être les deux, finalement. Mais l'idée étant, c'est que la zone de confort, votre question c'était, est-ce qu'il faut sortir de sa zone de confort? Forcément. Est-ce qu'il faut forcément sortir de sa zone de confort? Aujourd'hui, en 2018, de sa zone de confort. Mais l'idée étant, c'est quand je vous dis, il faut que vous sortiez de chez vous. Imaginez, vous êtes dans votre maison et je vous dis, vous devez sortir. C'est angoissant, ça crée de la peur. Donc c'est clair que ça crée beaucoup de résistance chez la personne et qu'elle veut juste rester dans son coin douillet, dans sa bulle, dans son cocon, ce en quoi elle a l'habitude. Donc maintenant, l'idée qu'on propose, c'est pas tellement de sortir, mais pourquoi ne pas élargir ma zone de confort? J'ai une petite maison, pourquoi ne pas la rendre plus fonctionnelle, plus accueillante, plus chaleureuse? Et donc enrichir ma zone de confort. Pourquoi ne pas l'agrandir très progressivement? Donc je vais commencer juste à pousser les barrières. Et donc, parce que même ce terme choisi de sortir de ma zone, il est un peu anxiogène en lui-même. Absolument. Ça veut dire que finalement, en sortant, j'ai l'impression de perdre tout ce que j'ai bâti et de me perdre finalement un peu moi-même. Au contraire, en enrichissant petit à petit, on acquiert de nouvelles choses, on acquiert de nouvelles connaissances et on reste. On va sur un autre sujet. Avec vous, vous êtes tranquille, professeur Nzha Neitboubker, vous êtes enseignante, donc souvent vous parlez beaucoup à vos étudiants. Vous êtes enseignante en finance et avec vous aujourd'hui, eh bien, le bien-être de nos plus petits. L'éducation financière des plus petits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne de l'argent de poche à nos enfants, mais il faut utiliser cet argent de poche pour leur apprendre certaines notions de finance, notamment. Et nous avons avec nous une spécialiste de la question, Nzha Neitboubker, enseignante en finance. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, nous allons poser la question aux enfants. Justement, les enfants, est-ce que vous recevez de l'argent de poche? Oui, je reçois de l'argent de poche. Non. Mais sauf quand je perds des dents. Oui, je reçois l'argent de poche de chez mon papa. Oui, je reçois de l'argent de poche de chez ma mère. Oui, je reçois l'argent de poche de mes parents. Je reçois minimum 50 dirhams par semaine. J'en reçois 10 dirhams par semaine. La vérité, je n'ai jamais compté. J'en reçois environ 30 et 50 pendant la semaine. Je pense que c'est suffisant. Je le divise en deux parties. La première partie, je la mets dans ma tirelire. Comme ça, pendant les grandes vacances, je l'ouvre et je me fais plaisir. Et l'autre partie, j'achète des cadeaux pour ma famille. Je la garde pour plus tard. Je trouve que c'est assez suffisant. Je l'économise, comme ça, après, si j'ai besoin d'acheter quelque chose, je l'achète. Oui, je pense que c'est suffisant. D'abord, j'achète mon goûter avec pour l'école. Et des fois, je le garde pour la maison, au cas où j'en ai vraiment besoin. Je le laisse jusqu'à ce que je serai grande, je vais l'utiliser. Merci les enfants, merci beaucoup. Donc oui, ils reçoivent de l'argent de poche, ça va de 10 dirhams à 50 dirhams. Et certains comptent, d'autres non, certains l'utilisent, d'autres pas. Justement, avec vous, Nzha Neitboubker, on va dire entre 10 dirhams et 50 dirhams par semaine, vous en pensez quoi? C'est raisonnable. C'est raisonnable pour des enfants? C'est raisonnable pour des enfants en bas âge, ça veut dire entre 5 et 10 ans. 5-10 ans, exact. 5, 10, 12 ans. Oui, ça fait plaisir de voir ces enfants en train d'économiser. Donc, ils sont déjà de petits adultes qui se comportent normal avec de l'argent. Donc, ce qu'il faut soulever dans cette question, c'est que l'éducation financière, elle est à la fois la responsabilité des parents, mais aussi de l'école. Malheureusement, à l'école, on n'enseigne pas tous ces comportements financiers qu'on doit acquérir. Mais bon, la famille doit prendre la relève et faire ce Alors, vous, spécialiste justement de la question, enseignante en finance, ça veut dire quoi pour vous l'éducation financière? Pour moi, l'intérêt pour cette question, ça vient du fait qu'on peut transposer les techniques de finance qu'on enseigne à l'université pour justement améliorer la finance personnelle. Parce que quand on est en phase avec l'argent, on peut réaliser nos objectifs, on vit tranquillement, que ce soit peu ou trop d'argent, mais l'essentiel, c'est de savoir gérer. On enseigne également la gestion budgétaire et la finance personnelle, ça commence toujours avec un budget. Alors, donc, des notions aussi lourdes, aussi importantes à des tout petits?
Oui, à des tout petits, leur faire comprendre ce que c'est qu'un budget, comment l'établir. C'est juste 2 colonnes, là où on va inscrire nos revenus et les dépenses. Ça veut dire l'argent, comment je peux le récupérer de mes parents, des cadeaux, des fêtes, etc. Et comment je peux les dépenser. Okay. Ce qu'il faut faire comprendre aux enfants, c'est que les revenus doivent toujours excéder les dépenses. Pour ne pas s'endetter. Il ne faut pas, exactement. C'est le premier concept à inculquer aux petits, justement pour les éduquer à l'indépendance financière par la suite. Ça veut dire ne pas je dirais... Vouloir dépenser plus que ce qu'on a. Oui, et puis le fait de différer ses achats. Ça veut dire j'ai besoin ou bien j'ai envie de tel objet, mais je peux quand même attendre et épargner à ce que je puisse l'acheter. Donc ne pas toujours dire voilà, je veux tel objet sur le coup et m'endetter et donc comme ça, donc, au futur il y aura des alors pour vous, justement, un enfant qui a un argent de poche, ça devrait servir à quoi? Dans le reportage, on voyait des enfants qui disaient, voilà, certains... il y a une petite fille aussi qui disait, moi j'ai 50 dirhams par semaine, je dépense 25 dirhams et j'économise 25 dirhams pour les grandes vacances. D'autres qui disaient, moi avec mon argent de poche, j'achète mon goûter, le goûter de l'école. Donc pour vous, cet argent de poche devrait servir à quoi? Généralement, pour les tout petits, cet argent de poche va servir à se faire plaisir parce qu'ils sont pris 100% par leurs parents. Et donc, les dépenses, tout ce qui est alimentation, vêtements, etc., c'est les parents. Voilà, c'est les parents. Donc, pour les enfants, c'est juste le fait de se faire plaisir pour un jeu, pour un jouet, pour un objet, pour les grandes vacances également. Voilà. Mais c'est important pour vous que les enfants soient en contact très tôt avec l'argent. Oui. Pour pouvoir un petit peu mesurer comment on gagne, comment on dépense. Oui, très tôt, donc c'est vers 5-10 ans, parce qu'avant, ça veut dire même la maternelle, les enfants ont du mal à compter. Donc pour eux, l'argent, c'est abstrait. Donc si vous leur donnez 50 ou 20 dirhams, pour eux, c'est la même chose, il va probablement le perdre. Mais sinon, à partir de 6 ans et plus, donc ils savent compter, ils peuvent réellement manipuler de l'argent. Ça peut être aussi une méthode en fait, d'asseoir à la maison ce qu'on a pu apprendre à l'école, les additions, les soustractions, une méthode un peu ludique. Oui, ça passe par plusieurs choses, à savoir les jeux. Par exemple, il y a Monopoly, par exemple, qui va leur apprendre à faire des investissements, économiser, acheter, etc. Il y a également, quand on part en course avec nos enfants, je peux par exemple lui tendre l'argent pour faire payer le vendeur. Donc, et comme ça, ils manipulent de l'argent avec leur... Mais vous savez, Nzahanet Boubker, l'enfance est souvent synonyme d'insouciance financière et matérielle. Est-ce que le fait d'apprendre très tôt à ses enfants à budgétiser, économiser, épargner, c'est pas d'emblée les faire rentrer dans un monde d'adultes, un monde d'interrogation, de souciance économique? Vous savez, les enfants, ils sont toujours en train de demander à leurs parents. Vous savez, il y a une catégorie des enfants qui vont toujours dire « Vous ne m'avez pas acheté, je suis frustré, mes camarades à l'école ont, moi j'en ai pas. » Eh bien, le fait de les initier à ces notions-là, déjà le fait comment on gagne l'argent, ça veut dire que c'est la contrepartie d'un travail. Donc, soit on travaille, soit on fait un effort pour le gagner. Et donc, même pour le dépenser, on doit quand même être un peu raisonnable donc, dans nos choix, savoir ce qu'on dépense, comment et combien, bien évidemment. On passe à ces enfants qui ont des troubles 10. C'est une souffrance pour eux. Et ils se font accompagner par des spécialistes, notamment des orthophonistes. Vous êtes avec nous, Sarahei, vous êtes orthophoniste. Mais beaucoup se joue aussi à la maison avec les parents. Et c'est ce qu'on va essayer de développer avec vous dans notre rubrique Bien-être enfants et ados. Sarahei, merci beaucoup d'être là. Vous êtes orthophoniste et cet accompagnement à la maison pour les enfants atteints de troubles 10, est-ce que, en effet, c'est un ciment important de la prise en charge? Eh bien, vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants, mais juste avant, un petit reportage. Les troubles 10, connus également sous le nom des troubles d'apprentissage, sont des troubles qui apparaissent durant la scolarité de l'enfant. Parmi les troubles d'apprentissage, nous avons la dyslexie, qui est un trouble spécifique d'acquisition de la lecture. Donc, son diagnostic ne peut être posé qu'après un certain temps d'apprentissage. Nous avons aussi la dysorthographie, qui est une difficulté sur le plan de l'orthographe et qui est généralement associée à la dyslexie. Nous avons aussi la dysgraphie, qui est un trouble de l'écriture. Donc, l'enfant ne parvient pas à coordonner son écriture. Nous avons également la dyscalculie, qui est un trouble des activités numériques.
numérique. Donc l'enfant a des difficultés sur le plan des opérations numériques, mais aussi au niveau du raisonnement logico-mathématique. Et enfin la dyspraxie. Donc la dyspraxie, elle est d'origine neurologique, elle apparaît dès la naissance et l'enfant il a une difficulté à coordonner et à exécuter un geste moteur. Actuellement dans la société marocaine, les parents d'enfants 10 sont de plus en plus sensibilisés à ces troubles-là et le corps professoral également. Ça facilite le travail pour l'orthophoniste qui ne travaille pas seul, mais qui travaille avec une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir prendre en charge cet enfant-là qui est en difficulté, mais aussi prendre en charge ses parents. Et en fait, on n'est pas parti très loin, hein. Quelques instants, c'est vraiment quelques secondes. Allez, les cauchemars, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que ça nous raconte des choses sur nous? Vous allez nous dire tout ça dans quelques instants, justement, mais là, c'est vraiment dans quelques instants, Dr Atman Lorabi, juste après cette petite animation réalisée par nos équipes. Bien qu'ils soient effrayants et désagréables, les cauchemars sont un phénomène normal et universel qui touche près de 85% des adultes occasionnellement. Ils surviennent pendant la phase de sommeil paradoxale et sont souvent des rêves longs et angoissants. Le réveil est éprouvant avec un rythme cardiaque accéléré et une sensation d'angoisse diffuse. Les enfants font des cauchemars beaucoup plus souvent que les adultes. Entre 3 ans et 6 ans, 10 à 50% des enfants en font occasionnellement. Cela fait partie de leur développement normal. Chez l'adulte, la fréquence et l'intensité des cauchemars diminuent au fil des années. Passé la soixantaine, ils disparaissent peu à peu pour devenir quasiment inexistants. Les causes d'un cauchemar peuvent être difficiles à identifier et peuvent ainsi provenir, entre autres, d'une peur refoulée, d'un conflit intérieur, d'un stress dû à un changement ou d'un événement marquant lu dans un livre ou vu à la télévision. Différentes études prouvent qu'il existerait un lien entre la position choisie pour dormir et la qualité de notre sommeil. Les cauchemars seraient ainsi plus fréquents chez les personnes qui dorment sur le côté gauche. 40,9% passeraient une nuit agitée contre seulement 14,6% de ceux qui choisissent de dormir sur le côté droit. Quel que soit l'âge, il n'y a pas de recette miracle pour éviter les cauchemars. Veillez à créer un environnement sécurisant avant d'aller au lit pour reposer votre corps et votre esprit. C'est presque, dis-moi de quel côté tu dors, je te dis si tu fais des cauchemars ou pas. Fatima, à droite ou à gauche? Je sais pas. Ça dépend. Ça dépend. Imen, droite ou gauche? Ça dépend aussi, mais c'est vrai que le côté gauche, donc c'est le cœur, et on m'a dit il vaut mieux ne pas dormir sur le côté gauche. Sur le côté gauche. Alors, mythe ou réalité, docteur? Je pense qu'il y a des mythes, parce que en fait, il y a différentes. Selon qu'on soit sur le côté droit ou sur le côté gauche, ça peut impacter la qualité de notre respiration et ça peut aussi impacter la qualité de notre sommeil. Si on fait par exemple des reflux gastro-œsophagiens, ça va donner des petites choses. Mais alors. Le cauchemar, justement. Alors, la question vraiment, en préparant l'émission, je me dis, mais finalement, un cauchemar, parce qu'on en a tous fait, je me dis, ça commence jamais par un cauchemar. Non. En général, c'est un rêve, et ça peut être un beau rêve, mais à un moment, il y a un truc qui se passe, qui dérape et tout bascule, en fait. Tout à fait, c'est ça la définition d'un cauchemar. C'est un rêve qui s'accompagne en général donc d'une forte émotion, principalement de la peur, de l'anxiété ou de la tristesse, et qui en général cause le réveil avec souvent un souvenir assez vivace et douloureux. Et des réactions physiques aussi. Bien sûr. Donc quand je parlais de peur, effectivement, ça s'accompagne de symptômes physiques, tachycardie, la sensation d'étouffer, etc. Tout en sachant que quelquefois, on confond un petit peu les cauchemars avec des phénomènes aussi qui interviennent la nuit, à peu près au même niveau que les cauchemars, qui s'appellent la paralysie du sommeil. Donc ça aussi, ça se manifeste par un réveil où on est très très angoissé, etc. Mais bon, à la différence, comme son nom l'indique, la personne est terrorisée par une incapacité à bouger qu'elle ressent, qui est là. Mais voilà, beaucoup de gens appellent ça des cauchemars. Ce sont des phénomènes qui sont parfaitement normaux. Okay. J'insiste lourdement là-dessus, ça n'est pas une maladie. Est-ce que c'est une proportion ? C'est normal si ce n'est pas récurrent. C'est une question de retentissement. Et c'est là où la récurrence est importante. Parce que quand on parle de cauchemar, alors le petit docu montre, enfin l'a très bien dit, il y a le stress, la peur, les événements, les conflits, les chocs, etc. Il y a aussi des conditions médicales, il ne faut pas l'oublier. La fièvre, et surtout quand on parle d'enfants, c'est extrêmement fréquent de faire des cauchemars quand on est fébrile. Hein, et puis il y a d'autres histoires,
qui sont plutôt en lien avec l'hygiène de vie, qu'il ne faut pas négliger. Donc, ce sont les repas copieux le soir, ça c'est très connu, mais aussi... Donc, on est un peu responsable de nos cauchemars. Un petit peu, oui, tout à fait. Et les changements de rythme de vie, c'était notamment quand on est calé sur un rythme veille-sommeil et puis on se cale sur un autre, comme à l'occasion, par exemple, du retour de vacances, etc. Donc, ce sont des petites choses qui peuvent favoriser l'émergence, entre guillemets, de cauchemars qui peuvent se répéter peut-être sur quelques jours, mais on parle de pathologie quand il y a un impact sur la vie quotidienne, quand il y a un impact sur la vie psychique. C'est-à-dire que la personne fait très souvent des cauchemars ? Quand la personne... Alors, il y a des causes directes du fait de faire des cauchemars et d'être très souvent réveillé, avec le plus souvent, chez ces gens-là, une difficulté à se rendormir, inexorablement, il y a une dette de sommeil, donc il y a une plus grande vulnérabilité au stress pendant la journée, de manière très schématique, ce qui favorise davantage de cauchemars la nuit d'après, et on est dans une espèce de cercle vicieux. Ça, c'est la cause directe, mais aussi des causes indirectes, parce que je pense que tout le monde, les cauchemars, ça l'interpelle. Oui. Et donc, ça nous interpelle et on essaie de trouver des raisons ou d'essayer de donner du sens. Alors, il y a des raisons qui sont de l'ordre du mystique, où on croit qu'il y a une prémonition là-dedans, où il y a une espèce de message ou une espèce d'avertissement. Il y a d'autres choses qui, au contraire, bon, il n'y a pas d'explication mystique, mais on focalise sur cette peur parce que elle fait résonance avec une peur qu'on a au plus profond de nous. Donc, ils partent de nous un peu, ces cauchemars. Totalement. Ils viennent nous parler de nous-mêmes. Totalement, totalement. Il y a plusieurs... À ce jour, on ne sait pas exactement pourquoi scientifiquement on fait des rêves et pourquoi on fait des cauchemars. C'est-à-dire, on ne peut pas l'affirmer. Mais il y a plusieurs pistes de réflexion, il y a plusieurs théories. Et le cauchemar, comme le rêve, ce serait un petit peu comme si notre cerveau... parce qu'il ne faut pas oublier que ça intervient au moment du sommeil paradoxal où on a une activité cérébrale quand même assez intense, presque au niveau, comme si on était réveillé, que notre cerveau vit des choses en simulation. C'est comme ça que je vous donne un petit exemple, c'est comme un pilote de ligne qui va s'entraîner pour piloter tel gros avion, et ben il va passer par des heures de simulateur avant de prendre l'avion, etc., pour se préparer à affronter la chose. C'est la même chose pour nous, pour nos peurs, pour nos angoisses. Assez souvent, surtout quand on est dans des situations, je dirais, stressantes, avec pas mal d'adversité, eh ben, c'est là qu'il peut y avoir des cauchemars fréquents. Et très probablement, ce sont des choses qui nous habituent quelque part à cette peur-là pour qu'on puisse l'affronter et la dépasser. C'est pas mal comme décryptage. C'est un principe, ça relativise en fait. C'est le principe de l'apprentissage. Vous savez, quand, dans les thérapies concernant les phobies, les peurs, etc., très souvent, on a besoin de ce qu'on appelle une exposition dans l'imaginaire, c'est-à-dire où la personne, on lui fait un scénario, etc., et puis dans l'imaginaire, elle vit cette peur. Et une vraie réaction de peur, hein, et ça correspond à peu près le même phénomène. Fatima, vous en pensez quoi de savoir que vos cauchemars vous préparent à la vraie vie? Oui, d'abord, moi, mes cauchemars, ils sont liés plutôt à des repas copieux très tard le soir. Donc ça, je l'avais découvert. Donc maintenant, ça y est, j'ai revu, on va dire, un peu mon mode de vie. Donc ça, j'évite. Mais oui, c'est lié, bien sûr, dans le monde professionnel, à toutes les situations de stress qu'on va vivre dans son travail. Et en fait, on va faire de mauvais rêves, mais en fait, ils vont nous interpeller quelque part. Donc, on va prendre ce rêve, ce message qu'on a reçu. Finalement. Il faut les aimer, je pense qu'ils sont difficilement aimables. C'est vrai. Mais c'est intéressant parce qu'on va... Il faut les voir positivement. Il faut les voir à un niveau métaphorique. C'est ça, parce que quand vous donniez l'exemple de la vie professionnelle, par exemple, on peut avoir un manager horrible qui nous met la pression, etc. Et puis, on est à la croisée des chemins dans notre carrière. On se demande, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, est-ce que... Et on peut, par exemple, commencer à faire des cauchemars où on est perdu et on cherche notre chemin et on n'arrive pas à trouver notre chemin. Donc, a priori, ça ressemble... C'est pas le manager qui est en train de crier, mais il faut les voir à un niveau métaphorique réellement. Qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça représente, cette peur qui est générée donc, dans ce cauchemar-là? Iman, on dit que les artistes font beaucoup de rêves et de cauchemars. C'est vrai? Ou vous, en tant qu'artiste? Moi, je ne fais pas beaucoup de cauchemars, heureusement. Pas de bois. Mais, par contre, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'à notre époque, on fait peut-être plus de cauchemars dus à l'utilisation
des écrans, Internet et de toutes ces images. Juste avant de dormir, cette stimulation aussi du cerveau. Cette stimulation. Forcément. Moi, je suis convaincu, et je pense qu'on en a tous fait l'expérience, au moins, c'est qu'après un film d'horreur, qu'on fasse des cauchemars. Je pense que tout le monde s'accorde à dire ça. Et je pense très honnêtement que le fait d'être confronté à des images violentes, moi je pense que c'est davantage le contenu, ça n'est pas... comment dire, ça n'est pas sans danger pour notre psyché d'être confronté à des images qui sont amenées par les médias, je le dis comme je le pense, différents types de médias, et que normalement on n'aurait pas confronté dans la vie réelle. Et ça, forcément, ça crée une espèce d'agression dans notre psychisme, et quelquefois, notre tête, elle a besoin de digérer ça. Et ça se manifeste par un cauchemar. Mais vous le disiez tout à l'heure, c'est la récurrence en fait qui est problématique. Et on a une question de téléspectateurs. On nous dit « j'appréhende de m'endormir pour ne pas faire de cauchemar. Que dois-je faire? C'est difficile. » Alors, c'est là le plus souvent... ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les cauchemars, et surtout quand il commence à y avoir une insomnie, il faut bien regarder ça dans un contexte global. On ne peut pas se concentrer que sur le cauchemar ou sur l'insomnie. Il faut questionner l'humeur, il faut questionner l'appétit, il faut questionner la capacité à ressentir du bien-être, etc. Soi-même ou avec un spécialiste? Avec un spécialiste. Moi, je parle en tant que spécialiste, c'est qu'il y a toutes ces choses-là qu'il faut faire au préalable, parce que les insomnies et même les cauchemars peuvent être des choses qui sont satellites d'un authentique trouble psychique, type dépression, type trouble anxieux, etc. etc. Mais quand c'est isolé, si c'est vraiment isolé, le plus souvent, juste une bonne hygiène de vie et quelques petites techniques comportementales qui visent à se réapproprier le stimulus de l'endormissement, etc., sont suffisantes. Il faut juste, je voulais juste peut-être souligner quelque chose, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de médicaments qui peuvent être prescrits à visée sédative et qui peuvent causer des cauchemars. Donc ça aussi, il faut interroger la prise de médicaments, etc. Hanan Oubida n'est pas très contente qu'on aborde régulièrement l'histoire des petits gâteaux. Hanan, aujourd'hui, on vous taquine bien. C'est pas grave. Alors, la prochaine fois, vous trouverez des fruits, c'est promis, et ça fera du bien à toute l'équipe. Voilà, surtout après 3h30 de route, ça fait du bien. C'est vrai. Vous venez de Marrakech. Exact. Une petite douceur ne fait pas de mal. Allez, avec vous, Dr Karim Louali, à l'heure où les médias, nous, je le reconnais, nous parlons beaucoup de nutrition. Dans les émissions télé, dans les émissions radio, la presse écrite, dans le monde entier, c'est on va dire une tendance. Est-ce qu'on en fait trop dans la mesure où on donne trop d'informations aux gens, on a donné trop d'informations aux gens sur l'alimentation, avec des choses qui peuvent se contredire régulièrement, parce qu'on se base sur les études, et au final, on oublie les bases. Avant de vous laisser répondre, on regarde une petite animation. À tout de suite. Obésité, malbouffe, diètes diverses et variées ponctuent régulièrement tous travaux sur les régimes alimentaires. Les études prolifèrent, prônant le tout et son contraire. Bref, les gens ne s'y retrouvent plus et s'y perdent. Alors qu'il est indéniable que les besoins nutritionnels varient d'un organisme à un autre, qu'en est-il de l'équilibre alimentaire? Chaque corps nécessite des apports différents en protéines, lipides, minéraux, fibres et aussi en eau, car l'apport calorique doit être proportionnel à la dépense d'énergie. Par exemple, pour les sportifs, les glucides fournissent entre 50 à 60% de l'apport énergétique total nécessaire. Les besoins en lipides s'établissent entre 15 et 25% et en protéines entre 15 et 20%. Ces proportions varient en fonction notamment du genre de sport pratiqué. Avant la grossesse, les protéines représentent 9 à 12% de l'apport énergétique quotidien d'une femme. Une fois enceinte, le taux est compris entre 12 à 15%. Pour les glucides, c'est la moitié de l'apport énergétique. Les lipides, quant à eux, sont à 30%. Chez l'enfant, les protéines doivent remplir 35% de l'apport énergétique global, les glucides 50% et les lipides 15%. Les personnes âgées, en fonction de leur état de santé, voient leurs besoins en protéines osciller entre 50 et 70%. Leurs besoins en glucides s'établissent à 50% et en lipides entre 30 et 40%. Au-delà de ces détails, retour aux règles de base. Pour une alimentation équilibrée, il n'y a pas de secret. Variez votre assiette, buvez de l'eau sans modération, mangez à intervalles réguliers,
limitez votre consommation de graisse, de sucreries et de pâtisseries et surtout, dépensez-vous dans une activité physique. Bref, pour trouver son propre équilibre alimentaire, il vaut mieux se recentrer sur le nécessaire. Se recentrer sur le nécessaire, c'est retour sur les bases de l'alimentation équilibrée, retour aux fondamentaux. On en parle avec vous donc, Dr Karim Louali, nutritionniste et naturopathe. Alors, est-ce que justement l'erreur est venue également des médias? Et à ce moment-là, on assume complètement. Est-ce qu'on a donné trop d'informations en oubliant qui est notre récepteur, qui est le téléspectateur? Ce n'est pas forcément un scientifique qui est capable de prendre du recul, d'analyser le fait que ce soit éventuellement une étude, éventuellement un besoin spécifique, éventuellement... Bref, est-ce qu'on a trop communiqué sur la nutrition en oubliant les bases, les fondamentaux, docteur? En fait, non. Le rôle des médias est primordial, il est important. On sait ce que l'obésité cause comme problème aujourd'hui. On sait ce que ça coûte chez nous au Maroc et partout dans les pays en voie de développement. Au Maroc, par exemple, c'est 24 milliards de dirhams. C'est 3% du PIB. Et le rôle des médias est important, sauf qu'il faut réguler le rôle des médias. Donc, il y a des gens qui sont sérieux, qui vont choisir leur intervenant, qui vont vérifier ce que leurs intervenants disent. Et puis, il y a des médias qui remplissent les espaces et qui laissent des gens dire n'importe quoi aux téléspectateurs. Okay. Parce que de l'autre côté, on n'a pas des gens qui sont aguerris. Il faut simplifier le message. Manger sainement, ce n'est pas sorcier, c'est simple. Oui, revenir aux fondamentaux, oui. Et donc, il faut passer un message qui est simple et qui est clair. Il ne faut pas compliquer les choses. Okay. Parce qu'à force de trop compliquer les choses, les gens ils s'y perdent et puis ils laissent tomber. C'est ça. Ça me fait penser en fait à ces différents ratios, à ces différents trucs complémentaires. Manger des oméga-6 avec tel aliment, manger les oméga-3 avec tel... Il faut que l'oméga-3, il faut qu'il y ait un ratio d'oméga-3, d'oméga-6. Bref. Et je ne vous cacherai pas que nous aussi, notamment dans les matinées maghrébines, on a déjà fait un sujet là-dessus, mais on oublie complètement les fondamentaux. Alors justement, docteur Karim Louali, lorsqu'on parle des fondamentaux, est-ce que c'est la pyramide? La fameuse pyramide classique traditionnelle, et on a un exemplaire pour nos téléspectateurs, justement. Oui, alors vous avez parlé d'oméga 3 et 6. Pour simplifier, c'est très simple. Il faut juste mélanger 2 types d'huile. C'est aussi simple que ça. Sans rentrer dans les détails, mettez 2 types d'huile dans l'assaisonnement, colza, olive et le torréjoui joué. Ça, c'est la parenthèse. Alors, cette pyramide alimentaire, c'est pas la base. Ça c'est pas la vraie. Ça, c'est la pyramide alimentaire modifiée. Pourquoi vous dites modifiée? C'est important de le dire. Oui, je vais vous l'expliquer. Parce que la pyramide alimentaire classique, elle a 30-40 ans, elle est dépassée. Okay. Dans celle-là, on a ajouté une nouvelle classe qui n'existait pas, et notamment c'est la base, c'est-à-dire l'activité physique. C'est vrai, avant... Qui n'existait pas dans la première, qui est dépassée. Pourquoi? Parce que le temps a changé. Les gens avant, ils avaient plus un travail manuel, ils avaient plus besoin d'énergie, il n'y avait pas autant de voitures, pas autant de transports. Donc celle-là est parfaite. Celle-là, c'est la version, disons... 2018. Voilà. C'est la version améliorée, plus moderne. Et dans cette base alimentaire, il y a quelque chose qui est très essentiel, c'est que les études scientifiques nous ont permis de comprendre certaines erreurs qu'il y avait dans l'autre. Et notamment, vous avez remarqué qu'on a dissocié la viande rouge des protéines. Et on a dissocié les œufs et le poulet et les produits laitiers des poissons. Voilà. Donc, il faut comprendre que la pyramide alimentaire se base sur les apports macronutritionnels. Ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à l'heure, dans le reportage, on a parlé de protéines, lipides et glucides. Et c'est ce qu'on appelle macro, c'est-à-dire grand. J'ai besoin de protéines, glucides et lipides. Okay. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est l'apport micronutritionnel. C'est-à-dire que dans tout ça, les vitamines, les sels minéraux, les choses que le corps ne fabrique pas, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. Okay. Et là, aujourd'hui, on les trouve dans des super aliments. C'est-à-dire que quand on va manger peu, il vaut mieux manger peu, mais en bonne qualité, que beaucoup et en mauvaise qualité. Je peux apporter le bon ratio des macronutriments sans apporter mes besoins en micronutrition à mon corps et je vais être en mauvaise santé. Mais pourquoi si, par exemple, justement, je apporte le bon ratio de macronutriments, comme vous les appelez, en nous basant sur la pyramide de l'alimentation, beaucoup de fruits et légumes, ensuite, mais même par rapport à cette histoire de fruits et légumes, de fruits en particulier, on a toujours entendu que c'était très important pour la santé. Et puis, depuis quelque temps, on entend, attention, il ne faut pas abuser des fruits, et pourtant, ils font partie de la base de la pyramide. Donc, normalement, en quantité. Je finis juste ma question, docteur Karim Louali. Et ensuite, on entend, attention, à trop consommer des fruits, vous ingurgitez un petit peu trop de sucre. Ça se transforme en sucre, et qui dit sucre dit cholestérol. Et donc, c'est pour ça que je dis, on entend trop de trucs. Dit diabète aussi, voilà, en plus. Donc, on entend tellement de choses.
Et on n'arrive plus en fait à se dire, bon, on se dit, je mange des fruits, c'est bon pour la santé. Apparemment, c'est plus aussi bon que ça. Alors, qualité macro-micro, c'est très simple. Je prends une protéine, j'ai pris 60% de protéines. Ça peut être de la viande rouge riche en matières grasses, etc. Comme ça peut être du poisson riche en oméga 3, en bonne graisse, etc. Donc là, j'ai mangé la même quantité, mais les bénéfices du corps sont très différents. Alors, par exemple, quand vous parlez de fruits, quand je parle de fruits, la teneur en sucre, elle varie d'un fruit à l'autre, en fonction de la quantité que j'ai mangée. Et puis, ce que je vais gagner dans le fruit, c'est en fonction du moment dans lequel j'ai mangé mon fruit. C'est-à-dire que si j'ai pris un fruit avec mon repas... Mais c'est compliqué, l'alimentation. Oui, mais vouloir manger bien, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut... C'est stressant. C'est pour ça qu'il faut aller dans le plaisir, c'est ça, dans la simplicité, dans le message qu'on véhicule à travers le média. C'est très simple. C'est-à-dire que je veux manger sainement, d'abord il faut que ça soit bon. Parce que avant de subvenir à tous ces besoins, j'ai mes papilles gustatives, voilà, je vais y arriver, qui doivent être satisfaites. Déjà, c'est un moment de plaisir. Donc d'abord, ça doit être bon. Et ensuite, ça doit être équilibré. Et bien pour que ça soit équilibré, c'est pas sorcier. Mon plat doit être composé de protéines, de légumes et de féculents, tout simplement. Simplement. Ok. Amel, Hassoun, vous en pensez quoi de tout ça? Moi, je suis une très grande gourmande. J'ai du mal à me retenir et c'est vrai que je compense par le sport. Mais c'est vrai que je ne m'alimente pas très bien. D'ailleurs, tout à l'heure, j'en parlais à Dr Wali, je fais souvent des crampes et il m'a expliqué que justement, je puisais dans mes réserves en magnésium et qu'il fallait plutôt favoriser certains aliments. Et voilà, mais c'est vrai que... Source de magnésium, chocolat noir éventuellement? Éventuellement. Ah ouais, des noirs. je l'ai, cette info. C'est vrai que pour moi, c'est très compliqué de suivre parce que je suis gourmande, parce que j'ai une très bonne cuisinière, donc il y a tout le temps des très bonnes choses. Franchement, c'est compliqué. Et comme je fais du sport, j'ai l'impression que je suis protégée. Mais je suis dans une famille diabétique, donc j'ai toujours peur parce que j'adore le sucre. Donc franchement, je crois que j'ai beaucoup de travail à faire. On peut compenser par le sport, docteur? Oui. Dans le cas de ML, par exemple? C'est un équilibre. C'est ça. On était en train de parler de sucreries, de chocolat, de bons gâteaux. J'ai dit, écoute, quand on fait un bon repas, on peut se permettre un bon dessert sucré. C'est pas grave. Ça ne va pas se comporter comme si je le prenais l'après-midi loin des repas. Et puis, ça ne doit pas être régulier. On n'est pas là pour la privation, on est là pour garder le plaisir. Et il faut que ça soit bon. D'ailleurs, ça, c'est une notion qui est fausse chez beaucoup de gens. Les gens, ils corrèlent manger sainement à manger fade. Mais ça n'a rien à voir. C'est les condiments, c'est la manière de cuisiner qui donne le goût. Aussi. Ça n'a rien à voir. Hanan, une question ou vous ne voulez pas réagir? Non, moi, si jamais je réagis, il va encore revenir sur cette histoire de gâteau. C'est cuit d'emblée. C'est vrai que ce n'est pas évident, en fait. Cette histoire d'équilibre et surtout de... Voilà, comme vous venez de dire, en fait, moi j'étais en train de vous regarder ces et macro et aliments, micronutrition. C'est ça. Ça commence à devenir... Il faudrait qu'on consacre une émission aux micronutriments, parce que les macros, on en a parlé, puisque c'est la pyramide, c'est, on va dire, la base de l'alimentation, mais les micros, on rentre un peu dans le détail. Oui, Amel, pardon. Je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi, qu'il y ait quelqu'un qui... c'est comme une formation, quoi. C'est-à-dire que même si on comprend beaucoup de choses, c'est vraiment les mettre en pratique, d'où l'intérêt d'aller voir un nutritionniste et d'avoir un suivi pour se tenir, pour faire quelque chose de plus régulier. Nous, on est content, pas quand on fait maigrir des gens ou là quand on traite un diabète. On était en train d'en parler en off. Nous, on est content quand on voit qu'une personne prenne du plaisir à prendre soin de sa santé. C'est pas que la nutrition, en fait, c'est un tout. Le sport, son mode de vie, son style de vie, son état d'esprit, et puis ça finit par une alimentation saine, mais bonne. Alors, on va clôturer avec vous la discussion et l'émission également sur les questions des téléspectateurs à travers nos réseaux sociaux. Alors, d'abord, on a quelqu'un qui nous dit « Nous consommons culturellement beaucoup de pain. Comment faire pour l'intégrer dans une alimentation équilibrée ?» Le pain, est-ce que c'est un aliment anti-équilibre? Non, c'est absolument faux. C'est comme les pâtes qui font grossir. C'est comme ça, c'est des faux messages nutritionnels. Alors, bien entendu, le pain, ça dépend de beaucoup de choses. D'abord, la quantité. Bien entendu, quelqu'un qui prend un petit pain rond, un quart ou la moitié, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre 2 pains à lui tout seul ou même plus. Moi, j'en fais des bilans nutritionnels. Et puis, la qualité du pain. Parce que la plupart des pains sont faits avec du sucre.
Donc je ne mange pas du pain, je mange du sucre. C'est fait avec de la farine, donc le pain blanc n'est pas comme le pain complet. C'est ça. Donc bien entendu, quand je fais du bon pain chez moi à la maison sans sucre, ça n'a rien à voir que quand je prends du pain industriel qui est... Sans sucre, mais la farine, c'est du sucre. Non, mais on Dans peut... ce cas-là, non. je mets de la farine complète. Bah, vous savez, on fait de la farine complète, on peut utiliser différents ingrédients pour rendre le pain plus bon, on peut utiliser des graines de lin, on peut utiliser des flocons d'avoine, on peut même intégrer des graines je ne sais pas, des graines de chia, des choses Mais comme ça. je pense que la question, elle est aussi dans le sens, le pain matin, midi et soir ou juste au petit déjeuner? Même matin, midi et soir, c'est pas grave. Alors, par exemple, à midi, ce qui fait mal, c'est la quantité, et la quantité, elle est liée au tagine. C'est-à-dire que quand je mange du tagine avec le pain et quand je sauce, c'est pas le pain qui me fait grossir, c'est toute la sauce que je prends dans le pain et c'est bon et ça me fait manger plus de pain. C'est ça. Mais par exemple, quand je prends mon petit quart dans ma main et que je mange à la fourchette, par exemple, j'ai remarqué que je vais manger moins de pain. Quand on ne sait pas gérer, il vaut mieux carrément s'abstenir. Allez, dernière question. Faut-il que je me prive justement pour avoir une alimentation équilibrée? Alors, pas du tout. En fait, l'équilibre est dans la régularité des repas et le manque de grignotage. Il faut manger ces 3 repas. Il faut manger à l'heure. Collation? Oui, il faut faire des collations saines, tout simplement. Il faut se faire plaisir avec un carré de chocolat noir, avec un gâteau, avec un fondant, avec le repas. L'intérêt est dans l'équilibre et se faire plaisir de temps en temps. Mais c'est le contraire qui fait mal. Ce qu'il m'a conseillé, c'est d'avoir toujours un fruit dans mon sac. Alors, il a remarqué que j'avais un grand sac. Il m'a dit au moins que ça serve à quelque chose, mettez un fruit tout le temps dedans. Alors, la question des collations saines, ça, c'est un point très important. Très, très important. On pourra revenir pour une émission sur ça. Oui, Je et vous puis des réserve astuces. d'emblée et des astuces, absolument. Mais peut-être déjà l'information, on va dire, à emporter pour les téléspectateurs, une collation saine, c'est le fruit. Oui, alors ne jamais sortir de sa maison sans son fruit. Okay. On finira par le manger durant la journée. Dans le sac, le rouge à lèvres et le fruit. Voilà. Et là, ça, on est parti pour. Parfait. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir, de vous retrouver pour cette rentrée, parce qu'on est ensemble pour les premiers épisodes. Hanan Obeidal, coach en entreprise. Amal Hassoun, formatrice certifiée pour parents et enseignants, et le docteur Karim Douali, nutritionniste et naturopathe. Je vous remercie pour votre bonne humeur, pour votre partage. On se dit à très vite, j'espère. Ok, parfait. Merci beaucoup à toutes et à tous. En régie, bien évidemment, pour le suivi minutieux de l'émission et aux téléspectateurs pour leur confiance. À bientôt, au revoir.